Donc je rappelle que cet après-midi, on a un premier temps maintenant qui va durer à peu près une demi-heure. Je vais le présenter dans quelques secondes. Et après, certains d'entre vous auront des ateliers, donc dans une autre salle. Et pour les autres personnes qui ne sont pas dans les ateliers, ce seront les tables rondes autour du défi en santé que représente qualité et partenariat en santé. Donc je vous propose effectivement de commencer ce début après-midi par un temps où on va plutôt écouter les témoignages. Quand on a organisé cette journée, il nous a semblé important avec l'ensemble donc, du comité d'organisation que juste après le repas, où il y a la digestion qui commence ou avant de rentrer dans les ateliers plus de production, de prendre le temps pour écouter deux personnes. Célia Cardozo, patiente partenaire, et également Béatrice Le Floch-Meunier, qui sont là pour qu'elles nous témoignent de leur propre parcours autour du partenariat en santé, pour donner à voir comment ça s'est passé pour elles. Donc une fois n'est pas coutume, je vais commencer par Béatrice, professionnelle de santé. Béatrice, cadre supérieur de santé au CHU de Toulouse, qui a été mise à disposition à la SRA Occitanie. Et la première question que j'ai envie de te poser, Béatrice, parce que quelque part, tu es très jeune, mais tu as quelques années d'ancienneté. Très jeune retraitée, oui. Voilà. Donc, jeune retraitée. Donc, quelque part, on ne va pas te la raconter à toi. Hein. Le partenariat en santé, c'est quelque chose que, je veux dire, qui est pas forcément récent. Non. Enfin, c'est intéressant la façon dont tu me poses la question parce que c'est à la fois pas récent du fait de mon expérience professionnelle. Donc moi, avant d'être cadre supérieur de santé, je suis infirmière. Et donc, j'ai travaillé en cancérologie, où là, la prise en soin, l'accompagnement de fin de vie, permettre aux personnes de mourir dignement, en les écoutant, en adaptant aux besoins, d'accompagner les proches. Donc voilà, pour moi, tout ça, je faisais du partenariat. Ça posait, je ne le disais pas comme ça, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas comme ça. Madame Jourdain. Voilà, c'est ça. Je croyais en faire sans le savoir. Après, donc ça a été une longue période. Après, j'ai été infirmière scolaire, où là, j'ai fait de la promotion de la santé. Donc, c'était aussi intéressant d'avoir des programmes d'éducation à la santé qui permettaient aux personnes d'être actrices de leur propre santé, de leur donner ce pouvoir d'agir. Alors, tous ces mots, je ne les avais pas à l'époque. Je faisais, mais c'était vraiment centré sur les personnes et leurs besoins. Donc j'étais vraiment convaincue d'être vraiment au service des personnes, à l'écoute des personnes. En tant qu'après cadre et cadre supérieur de santé, je me suis distanciée du soin, mais toujours très proche de ces sujets. Et j'ai commencé à la fin sur le CHU d'accompagner l'intégration, alors on disait les patients experts, les patients partenaires dans des programmes d'éducation thérapeutique. Voilà, je commençais un peu à approcher ça. Donc une personne aguerrie. Voilà, formée autour de la personne, tout ce qui est bien pour lui, le patient au centre du dispositif et vraiment à l'écoute de ses besoins et convaincu d'y répondre, franchement. Tout bien comme il faut. Tout bien comme il faut. J'arrive à la SRA, forte de tout ça. Et donc on a commencé, donc le partenariat en santé, on en parlait, et ça a été une évidence d'inscrire le partenariat en santé dans notre programme de travail de la SRA Occitanie. Cette évidence, elle a pris une sacrée claque parce qu'on m'a dit, très bien, le partenariat en santé, on en fait déjà, il y a déjà une grande discussion sur la région, donc tu vas déjà aller te former. Donc je suis allée, j'ai suivi la formation Savoir Patient 2 jours, et là, je vous promets que j'ai cru qu'au bout du premier jour, j'allais partir. Parce que j'étais la seule professionnelle au milieu que de patients, mais pas des patients dans des lits dont j'avais l'habitude de m'occuper. Et voilà, c'est des patients debout qui avaient des choses à dire, des choses à revendiquer, des choses à critiquer. Et moi, je me disais, mais en fait, depuis, tu crois avoir compris et en fait, tu n'as rien compris.
Je me souviens d'une expression que tu avais dit, mais c'est qui ces gens-là qui parlent du soin alors qu'ils ne les pratiquent pas, et au final, alors qu'ils devraient être étrangers à nos pratiques professionnelles, je me sens comme une étrangère, oui. Et je ne suis pas à ma place dans cette formation. Non. Donc le soir, quand tu es rentré, c'était à Montpellier. Non, c'était pas Montpellier, c'était à Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots, tu rentrais, et tu dis, demain, je reviens pas. Oui, c'est ça. Non, j'ai dormi sur place. C'est peut-être pour ça que je suis restée en fin de compte. Si j'étais retournée à Toulouse, je ne serais peut-être pas revenue. Mais comme je dormais sur place, je suis restée. Et franchement, heureusement que je suis restée parce qu'une fois que j'ai déconstruit, parce que je crois que vraiment, en ce qui me concerne en tout cas, ce n'est qu'un témoignage et un humble témoignage, mais j'ai vraiment dû réellement déconstruire ce qui pour moi était... j'avais le sentiment de faire... Enfin, je faisais pour les patients, mais à aucun moment je faisais avec les patients. Et cette formation m'a ouvert les yeux. Mais la vraie rencontre aussi avec le partenariat en santé, c'est après mon investissement dans les groupes de travail, la rencontre avec le COPS, avec les patients partenaires avec qui j'ai travaillé après, qui m'ont aidé à continuer un peu à déconstruire, mais surtout à reconstruire une autre façon d'aborder le soin et la prise en soin. Merci Béatrice. Moi, je trouve que c'était important, effectivement. On l'entend souvent, mais moi, du partenariat, j'en fais tous les jours. Et puis... la manière dont tu l'as vécu, une véritable claque, hein, comme tu le dis, où tu t'es dit, mais toutes ces années où j'ai été infirmière, cadre supérieur, comment j'ai pu passer à côté? Pour toi, Célia, maintenant, comment, à un moment donné, est-ce que tu t'es levé le matin, non pas en te rasant, tu t'es dit le partenariat, mais comment est arrivé le partenariat dans ton parcours de patiente partenaire? Alors effectivement, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Tiens, et si je devenais patiente partenaire ?» Ça ne s'est pas fait comme ça. Déjà, à la base, j'avais aucun lien avec le monde de la santé, puisque moi, je travaillais dans le voyage et l'organisation de congrès. Je suis chef de projet. Et puis, j'ai dû faire face à des défis de santé pour moi-même, notamment en lien avec des problématiques obstétricales, et également pour mes 2 enfants, qui sont tous les 2 aujourd'hui porteurs de handicap. Donc quand j'ai découvert d'abord la maladie de ma fille aînée, donc je connaissais absolument rien au système de santé. Ça a été vraiment une bombe qui a éclaté dans ma vie, à fragmentation, parce que c'est vraiment ça la maladie, l'irruption de la maladie dans une vie. Ça impacte tous les aspects personnels, professionnels, sociaux. Et donc j'ai découvert l'errance diagnostique, l'errance thérapeutique, l'errance de parcours de soins, une solitude immense. Et puis il y a eu des rencontres avec des professionnels de santé qui m'ont accompagnée, qui m'ont permis de faire face, qui ont permis à ma fille d'aller mieux aussi. Et pour rebondir sur ce que disait Béatrice, moi aussi, ça a été une formation, en fait. On m'a proposé d'intégrer une formation 40 heures ETP. Et là, j'étais la seule maman parmi des professionnels de santé. Donc, il y avait les chirurgiens, médecins, infirmières, aides-soignantes même, d'ailleurs, dans cette formation. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Je ne me sens pas du tout à ma place, je suis juste une maman, j'ai rien à... Enfin voilà, je me sentais pas à ma place. Et puis à la fin de la journée, je me dis, mais si, en fait, j'ai toute ma place. Et c'est grâce aux professionnels de santé qui étaient avec moi que je me suis rendu compte que j'avais des savoirs dont ils étaient en demande. Et ils étaient en demande de ces savoirs parce qu'eux-mêmes n'y avaient pas accès autrement que dans cet espace d'échange qui avait été créé par cette formation. Et pour revenir avec les formations, c'est vrai que moi j'ai découvert au fur et à mesure le partenariat en santé. Et c'est surtout au fur et à mesure et grâce aux formations que j'ai pu faire, parce que j'ai fait celle 40 heures ETP, et puis après celle de parents experts, et puis la co-construction du partenariat avec Savoir Patient, puis ensuite j'ai fait un DU patient formateur, et puis un DU démocratie en santé. Et là, je continue à me former. Je fais un certificat de spécialisation au CNAM et je vais faire une formation à la recherche translationnelle avec Aurore 10 l'année prochaine. Je me permets de juste revenir sur le fil.
Donc, ce que j'entends, parce que c'est que le partenariat était plus pour toi un cheminement. Oui, tout à fait. Alors bon, je te connais un peu. Hein. Oui. Je connais un peu la réponse, mais je pense que c'est intéressant que tu puisses nous décrire quel était ton cheminement, notamment par rapport, on parle souvent des savoirs expérientiels, du vécu de la maladie, des savoirs patients, parce qu'au départ, on va dire que patient, et c'est pas du tout péjoratif, bon, patient comme tout le monde, et progressivement, effectivement, tu as élaboré des savoirs. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce cheminement qui te permet, et on va y revenir après, occuper des postes importants aujourd'hui? Oui. Alors ce cheminement passe bien sûr d'abord par la conscientisation des savoirs dont je viens de parler, qui s'est vraiment fait à l'occasion de cette formation, mais ensuite aussi avec une prise de recul progressive et la rencontre avec des pairs. Donc moi je sais qu'au début j'ai créé une association, donc, à la suite de cette formation des 40 heures ETP, j'ai créé une association pour d'autres parents avec des enfants ayant la même maladie que ma fille. L'association Tintamarre. L'association Tintamarre, voilà, dont je suis présidente actuellement. Et donc pour moi, les autres parents de ces enfants étaient mes pairs. Et puis progressivement, j'ai fait d'autres formations. J'ai rencontré d'autres parents qui étaient des parents d'enfants avec d'autres maladies rares. Et je me suis rendu compte que ces parents aussi, en fait, étaient mes pairs. Pas au même niveau que les parents d'enfants atteints de la maladie de ma fille, à un niveau un peu plus mezzo. Et c'est en fait en échangeant avec d'autres personnes venant d'horizons différents, donc d'abord d'autres parents d'enfants avec une maladie rare, et puis après avec des patients directement, puisque dans le modèle de Montréal, les parents, patients, aidants ont un vécu avec la maladie et donc des savoirs spécifiques. Je me suis rendu compte que tous ces savoirs étaient complémentaires. Et ensuite... Alors attends, oui. Alors je vais prendre ma casquette d'universitaire. Par rapport à cette notion de savoir, certains connaissent Olivia Gross, qui dirige la chaire de l'engagement patient à la Sorbonne, à Paris 13, à Bobigny. Effectivement, au début, c'était plutôt centré autour des maladies rares. Oui. Ce qu'elle appelle des savoirs expérientiels implicites. Oui, tout à fait. Ensuite, explicite, échange avec les pairs. Oui. Et je trouve ça intéressant de voir qu'après, avec des échanges avec d'autres pairs, mais qui ne sont pas concernés par la même maladie, il se passe également un cheminement qui permet d'élaborer d'autres types de savoirs. Olivia Gross les appelle les savoirs situés. Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous... Parce que je trouve que ces savoirs situés, c'est justement ces types de savoirs qui peuvent être mobilisés quand on parle qualité des soins et qualité des parcours. C'est des savoirs qui permettent, au-delà d'avoir une voix qui porte une représentation, notamment quand on est président d'association, on va représenter les voix des personnes concernées, mais c'est aussi des savoirs qui permettent une participation directe en amenant des savoirs qui sont à la fois issus de l'expérience de vie, donc c'est des savoirs qui sont singuliers, individuels, mais qui sont également issus du collectif. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de patients partenaires qui sont issus d'associations de patients. Et là, j'insisterai que c'est vraiment important d'avoir ces savoirs qui sont issus du collectif, parce que c'est en étant issus de ce collectif qu'ils peuvent être structurés et situés et devenir savants et s'enrichir en fait mutuellement. Je ne sais pas si je suis claire. Et je rajouterais alors que ces savoirs ne sont pas forcément spécifiques à une maladie. Absolument, et pas du tout. Ouais. Et là, je reprendrai Olivia Gross, de la même manière que des professionnels de santé regardent une situation avec un prisme, l'usager, le patient partenaire qui a ce type de savoir, va regarder la même situation avec un autre cadre logique, un autre prisme. Et c'est là qu'il peut y avoir une complémentarité. Oui, absolument. Et d'ailleurs, dans mes engagements professionnels aujourd'hui, moi je participe notamment, donc je suis coordinatrice du partenariat patient à l'Institut Imagine, et donc je participe à des projets de recherche qui ne concernent absolument pas la maladie, les maladies dont sont atteints mes enfants, ou qui ne concernent pas des maladies qui me concernent moi personnellement. Pour autant,
j'amène une perspective qui est complètement différente de celle des autres acteurs impliqués dans les projets. Et d'ailleurs, je peux donner un exemple aussi, c'est que de fait d'avoir des engagements multiples, en tant que patiente partenaire, je crée des liens à l'extérieur du projet qui n'auraient pas été créés si je n'avais pas fait partie du projet. Donc en fait, ça démultiplie les relations et l'impact que les projets vont avoir au niveau de la recherche et de la science en général, mais même au niveau de toute la société civile et le grand public en général aussi. On y reviendra sur tes engagements actuels. Je reviens à Béatrice. Pour toi, Béatrice, une fois que tu as pris cette claque, hein, on revient à ce que tu nous disais tout à l'heure, comment maintenant tu as pu t'engager peut-être plus concrètement, plus opérationnellement dans le partenariat? Alors aujourd'hui, le partenariat en santé, j'ai l'impression, en tout cas, j'espère encore ne pas me tromper dans l'avenir et reprendre une deuxième claque, mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans mon ADN professionnel. Au sein de la SRA, on anime des formations, on anime des webinaires, on construit des outils. En tout cas, moi, j'ai la volonté de le faire toujours en portant le sujet du partenariat en santé. On a fait une formation que l'on a co-construite avec Savoir Patient sur l'engagement des usagers. Je la co-anime systématiquement avec un patient partenaire. On est en train d'écrire une évaluation de pratiques professionnelles avec le recueil des patients en collaboration et en co-construction, pas en collaboration, en co-construction avec un patient partenaire. Donc, tous les sujets que l'on porte, qui tournent autour de la qualité et de la sécurité des soins, pour moi, aujourd'hui, c'est impossible de les porter sans parler du partenariat en santé. Les formations patients-traceurs, les formations comités de retour d'expérience pour la gestion des événements indésirables, tous ces sujets de qualité et de sécurité des soins ne peuvent pas être portés sans parler et sans porter le partenariat en santé. C'est impossible pour moi. Voilà, c'est devenu impossible. Donc aujourd'hui, tu étais devenu le poil à gratter de la SRA, je regarde Jean-Jacques. Dès qu'il y a un projet, tu confirmes Jean-Jacques, donc le bon poil à gratter. Hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, je vais le dire, hein, tu nous l'as dit que tu étais bientôt une jeune retraitée, et il était important de dire, la dernière journée régionale de la SRA, pour moi, elle doit être faite avec la thématique du partenariat. Donc c'est grâce à toi aussi qu'on a cette journée aujourd'hui. Donc effectivement, tu le disais, c'est dans ton ADN. Et tous les projets à la SRA aujourd'hui sont co-construits et donc incarnés autour du partenariat. Alors après, c'est pas le monde des bisounours, parce que incarner le partenariat en santé et porter le partenariat, co-construire, il faut accepter aussi qu'on ne va pas être dans la même temporalité. Les projets ne vont pas forcément aussi vite qu'on l'aurait mené si on l'avait fait seul. Mais en même temps, on va se priver d'une grande richesse et parfois on mène un projet et on s'aperçoit dans un deuxième temps qu'il nous manque un grand pan et on revient en arrière et du coup, au final, on a perdu du temps. Donc, il faut accepter aussi que de travailler en partenariat, ça ne va pas aller aussi vite, mais vraiment, moi, je reste convaincue qu'on ira peut-être plus loin, mais en tout cas avec beaucoup plus de consistance et d'ampleur dans nos projets. Célia, toi, ton engagement aujourd'hui dans le partenariat, tu nous l'as un petit peu évoqué. Tu nous as parlé que tu es coordinatrice notamment du partenariat à l'Institut Imagine. Est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, l'Institut Imagine, donc, c'est le premier centre européen de recherche et de soins sur les maladies génétiques, donc, qui est situé à Paris sur le campus Necker. Donc là, je coordonne un programme de partenariat patients en recherche. Donc l'objectif de ce programme, c'est de permettre l'intégration de patients partenaires ou de représentants d'associations, parce qu'on ne parle pas d'usagers dans la recherche, dans les projets de recherche, dans les équipes de recherche également, en dehors de tout projet, et également au niveau de la gouvernance avec l'intégration de patients partenaires dans les différents comités de pilotage des work packages de l'Institut. Donc pour être bien clair, c'est pas toi qui es partout, mais c'est toi qui fais en sorte
les valeurs du partenariat, l'incarnation Oui. du partenariat existent au sein de l'Institut Imagine. Voilà, c'est ça, absolument. Et donc on voit bien là, je dirais presque le niveau, on parlait tout à l'heure du niveau micro, la relation individuelle, le niveau méso au niveau de la clinique, au niveau des gouvernances, au niveau de la recherche, de la formation. Et j'ai presque envie de dire que là, tu es au niveau méso de la politique globale. Au niveau macro, oui. Au niveau macro, c'est ça. Oui. Oui, absolument. Et au niveau de la stratégie aussi de l'établissement, absolument. Oui. Et une petite question, pour ce cheminement, il a fallu combien de temps ? 6 mois ? 8 mois ? Un petit peu plus. Un petit peu plus, puisque cette première formation 40 heures ETP, je l'ai fait fin 2020. J'ai intégré un comité de pilotage sciences humaines et sociales à l'Institut Imagine en novembre 2021, donc un an plus tard. Et j'ai été missionnée pour écrire ce programme de partenariat patient en juin 2023 et embauchée ensuite en mars 2024. Voilà, donc oui, ça fait 5 ans que je suis engagée activement dans le partenariat en santé et en recherche en particulier. Oui. Et ces engagements dépassent aujourd'hui Imagine, puisque tu es aussi à la HS. Oui, je fais partie d'un groupe de travail sur le questionnaire ISATIS maternité. Je suis également membre du comité scientifique et éthique du collecteur analyseur de données du plan France Médecine Génomique. Membre du groupe de réflexion avec les associations de malades de l'INSERM, dont fait partie d'ailleurs Joël André Vert qu'on a vu ce matin. Et puis quelques autres engagements. Et d'autres, hein, beaucoup. Hein. Et on voit bien, Célia, que c'est bien loin c'est à la fois près et loin maintenant du quotidien de la maman qui s'occupe de son enfant qui a une problématique de santé. Oui, c'est à la fois très loin parce que on est beaucoup dans de la stratégie, on est dans de l'engagement, on est dans du long terme aussi. Et en même temps, le quotidien avec mes enfants me ramène aussi à ces engagements-là et donne du sens à tout ce que je fais et contribue à me donner la motivation à continuer et à faire que je me sens utile dans ce système. Et je suis également extrêmement reconnaissante, parce que ça, on n'en a pas parlé, on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est aussi la confiance qu'ont eu les professionnels de santé d'abord, ensuite les professionnels de la recherche en moi, parce que sans cette confiance, qui est une confiance qui est engageante et dont je me sens toujours extrêmement responsable, sans cette confiance, rien n'aurait été possible. Donc c'est vraiment aussi les rencontres et la confiance réciproque, et donc la relation de confiance qui va se nouer entre les uns et les autres, qui est essentielle au bon fonctionnement du partenariat. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur un échange qu'on a eu juste avant, quand on préparait un petit peu ce moment, où le mot confiance est arrivé, et tu disais c'est aussi pour le patient d'aller vers le professionnel. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que dans le partenariat, on n'est pas dans la revendication. Et d'ailleurs, quand j'ai ma casquette de représentant associative, ce n'est pas la même casquette que quand je suis patiente partenaire ou engagée en tant que coordinatrice. C'est aussi être dans la compréhension de ce que vit l'autre. Et ça, pour le coup, mon parcours de maman et l'errance de parcours de soins et toutes les personnes qui m'ont accompagnée dans cette errance m'ont permis vraiment concrètement de toucher du doigt l'implication des professionnels de santé à un point où moi j'envoyais un email à 22h, à 23h j'avais une réponse. Et ça a été essentiel à la fois pour nouer une relation de confiance, mais pour le quotidien et pour arriver à gérer. Et de la même façon, j'aimerais aussi insister que il y a beaucoup de professionnels de santé ou de la recherche qui sont bénévoles dans le partenariat en santé. Autour de la table, souvent, moi je travaille dans des groupes de travail avec des chercheurs, souvent c'est en dehors de leur temps de travail. Et j'aimerais aussi souligner vraiment cet investissement et cet engagement des professionnels aux côtés des patients. Quand tu le disais, Célia, un pas vers le professionnel de santé, comprendre son monde, comprendre l'écosystème dans lequel il travaille, ses souffrances aussi,
Tu dirais la même chose, Béatrice? Le pas C'est vers. un pas vers. Ah bah oui, le pas. De toute façon, pour qu'il rencontre, il faut qu'il y ait un pas de chacun des deux. Le patient vers le soignant et le soignant vers le patient. Et c'est cette rencontre qui va permettre le partenariat. Rencontre ou par rencontre, du coup. Ou par rencontre, d'ailleurs. Voilà. Faire un pas l'un vers l'autre, on disait, c'est un engagement réciproque. Dernière question, parce qu'il nous reste 3 minutes. Deux dernières questions à chacune. Peut-être Célia d'abord. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, en tant que femme, d'être dans le partenariat aujourd'hui? Et je vais poser la deuxième question en même temps. Si tu devais convaincre, je dirais, un collègue patient ou patiente de s'engager dans la voie du partenariat en santé, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Alors la première question, qu'est-ce que ça a changé? Ça a tout changé en fait. Moi, sans le partenariat en santé, ma vie ne serait pas la même aujourd'hui, c'est clair. Ça m'a permis de développer mon pouvoir d'agir, ce qui est quand même pas négligeable, surtout dans notre société, de me sentir utile et surtout de donner un sens à toutes les épreuves qui ont été traversées et de savoir que mes engagements vont être bénéfiques à d'autres. Donc les épreuves que j'ai traversées par raccourci, finalement, vont servir aussi à d'autres comme une expérience difficile, donc, mais transformatrice. Et qu'est-ce que je pourrais dire à ceux qui se questionnent? Allez-y, foncez. Parce qu'il n'y a que, mais vraiment oser, il n'y a que en vivant le partenariat qu'on en ressent, j'allais dire les bénéfices, mais c'est plus que ça, vraiment le pouvoir de transformation. Ouais. Béatrice, toi, à titre personnel? À titre personnel, ça a été la découverte déjà humaine, parce que le partenariat en santé, c'est aussi une aventure et une rencontre humaine. Donc ça ne fait qu'enrichir au quotidien. Ça m'a aussi apporté une autre façon d'envisager le soin et la qualité des soins et des parcours, en intégrant ce savoir des patients. Donc je crois que ça m'a quand même transformée. Et si je devais convaincre quelqu'un, je commencerais par lui dire, un collègue, c'est pas une théorie, c'est pas un concept, c'est vraiment une conviction, et c'est vraiment un engagement, et c'est vraiment une posture. Alors, il faut, on l'a dit ce matin, pour rentrer en partenariat, être en partenariat, mais c'est vrai pour le partenariat en santé, mais c'est vrai pour tout type de partenariat, c'est un peu de souplesse, un peu d'ouverture, descendre de son piédestal, arrêter de penser qu'on sait tout. Donc il y a quand même une vraie posture. Mais ça ne veut pas dire aussi, parce que parfois on a ce retour des soignants, c'est oui, mais du coup, maintenant le patient, il va vouloir quelque chose, il va falloir lui dire oui à tout. Mais non, être en partenariat avec les patients, c'est pas renoncer à ses opinions et ses convictions, mais c'est entendre les opinions et les convictions des autres pour créer une relation plus symétrique. On n'a rien à y perdre, on a tout à gagner. Donc en fait, il y a une seule chose, c'est arrêtons d'en parler, arrêtons de se poser des questions, allons-y, et on a tout à gagner. Et osons. En tout cas, osons. Ce que je peux dire pour conclure, pour vous connaître, alors est-ce que c'est dû au partenariat ou pas, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes de très belles personnes. Rien que pour ça, je vous en remercie. Merci. Merci beaucoup. Et la